Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Faire cesser ce cercle vicieux dans lequel tombent certains jeunes, favoriser l'accès à l'internat et même organiser un Beauvau de la prévention à la délinquance. Le gouvernement rivalise de propositions pour lutter contre la désobéissance chez les plus jeunes. Alors, mieux vaut prévenir ou punir? C'est la question qu'on se pose dans le Grand JT. Et si on assistait au retour du roman feuilleton, le genre très populaire au 19e refait son apparition, notamment sous la plume de notre invité dans la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Ouattara vous parlera du phénomène Abrèche Frères qui fait des dégâts sur TikTok. Guillaume, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec un bien triste anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, Agnès Lassalle, professeure d'espagnol, était tuée en plein cours par l'un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz. Les faits dramatiques se sont produits le 22 février 2023. L'enseignante de 52 ans avait été mortellement poignardée par l'un de ses élèves de 16 ans, arrêté et placé en détention. Depuis, l'élève a indiqué aux enquêteurs avoir suivi, dit-il, une petite voix dans sa tête. Ce matin sur France Bleu, le compagnon d'Agnès Lassalle, dont on se souvient, avait fait une danse pour commémorer la mémoire de sa défunte compagne. Il a livré ce matin donc un témoignage bouleversant. C'est quelque chose qui m'empêche d'avancer. C'est qu'un an après, je me sens ignoré. Je n'ai toujours pas reçu, ne serait-ce que moi ou Agnès, ou un message, un clin d'œil, quelque chose en ce sens, mais absolument aucune excuse, rien venant du tueur ou de sa famille. Sur cette même antenne de France Bleu, l'avocat de l'adolescent a réagi avec des mots, vous allez le voir, qui sont plutôt durs, puisqu'il traite le compagnon, en tout cas il accuse le compagnon d'Agnès Lassalle d'hypocrisie. Écoutez. Personne dans ce dossier n'a fait l'objet d'un manque de considération. Il est d'ailleurs assez déplacé, pour ne pas dire davantage, de reprocher à ce mineur de n'avoir pas pris sa plume pour écrire aux proches d'Agnès Lassalle. L'une des principales raisons de son incarcération tient précisément à l'interdiction absolue pour lui d'entrer en contact avec les témoins du drame, avec les proches de la victime et avec toute personne qui est liée à ce dossier. C'est au minimum une réaction hypocrite, au pire une réaction malvenue. Nous avons contacté le parquet de Bayonne dans l'après-midi. Le parquet indique que pour l'heure, aucune date de procès n'est fixée puisque l'instruction est toujours en cours. Poursuivons avec les coupes budgétaires précisées par le gouvernement et notamment celles prévues au ministère de l'Éducation nationale. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces coupes vont être drastiques. C'est un coup de tonnerre pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce matin, le café pédagogique par la plume de François Jarraud a repéré dans le journal officiel le texte qui annonce les 10 milliards de dépenses qui vont être annulées dans le budget 2024. La distribution de cette coupe budgétaire est loin d'être équitable, contrairement à ce qui avait été annoncé, puisque dans cette saignée budgétaire, 692 millions de budget sont annulés à l'éducation nationale, principalement sur les emplois. Alors si on regarde dans le détail, c'est ce que je vous propose de faire, le premier degré public va perdre 2620 postes d'enseignants, le second degré public 1740 postes et le privé 1760 postes. À noter que 4600 postes d'AED, les personnels qui encadrent les élèves au quotidien et les AESH sont également supprimés. Alors, c'est à la fois des suppressions de postes et des non-créations de postes. Inévitablement, les réformes annoncées par Gabriel Attal vont devoir être retardées, voire complètement annulées. Par exemple, il y a 500 millions d'euros qui devaient être dévolus à un plan d'accompagnement à la transition écologique. Ce plan ne verra tout simplement pas le jour. Quand on compile, c'est 11 000 emplois qui sont annulés au budget 2024. Autre chiffre du jour, 16 millions. C'est le budget dépensé pour la distribution des livrets Jeux Olympiques et Paralympiques dans les écoles dont vous nous parliez hier dans le journal. Oui, tout à fait. On le disait, 4 millions d'écoliers du CP au CM2 vont recevoir et ont commencé à recevoir des livrets autour des JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec une pièce de 2 € collector. Hier donc, première livraison, des profs qui se disaient consternés. Eh bien aujourd'hui, RMC dévoile donc le montant, vous l'avez dit, 16 millions d'euros
euros pour imprimer, faire livrer et donner ces pièces de 2 euros accompagnées des livrets. Réaction de Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP FSU. Ce n'est pas un petit budget pour certaines écoles. Dans un moment où Bruno Le Maire annonce que les fonctionnaires vont devoir se serrer la ceinture, quand on nous dit qu'il n'y aura pas d'ouverture sur les salaires, mais qu'on arrive à donner 16 millions d'euros sur un budget qui n'a aucun sens pédagogique, c'est un scandale. Notez que le ministère de l'Éducation nationale a réagi notamment sur cette question pédagogique, puisqu'il annonce qu'en plus de ces livrets, il y aura un certain nombre de séquences autour des Jeux Olympiques qui vont être disponibles en ligne pour les enseignants. Le gouvernement qui a également indiqué qu'il puisait son inspiration d'une initiative comparable qui avait été initiée en 1989 par le président Mitterrand lors du bicentenaire de la Révolution française. À cette époque, chaque élève de CM2 avait reçu un livret ainsi qu'une pièce commémorative d'une valeur d'1 franc. On part dans le Nord et précisément à Maubeuge où une alerte intrusion a perturbé les cours dans la matinée. Inquiétude ce matin au lycée Pierre Forest de Maubeuge où des élèves ont cru voir un intrus pénétrer dans l'établissement. L'individu en question portait une mallette et une capuche. Et bien en fait c'était un nouvel enseignant récemment arrivé et méconnu des élèves. Alertés, ces élèves donc qui ne reconnaissaient pas ce monsieur entré dans l'école ont contacté la police qui a provoqué une intervention rapide. Beaucoup de forces d'information ont circulé dans la matinée sur les réseaux sociaux. On parlait d'un assaillant avec des haches. Il y avait également des photos avec des personnes portant des armes, photos qui représentaient en fait les policiers qui intervenaient. Malgré la vérification rapide, la panique s'est propagée. L'établissement a donc été fermé. Il rouvrira demain matin et une cellule d'aide psychologique a été ouverte pour permettre aux élèves qui seraient un petit peu choqués, on peut le comprendre, par cette intervention policière. Une maman, c'est rapporté par l'Observateur, un média local, s'est rendue devant l'établissement avec un club de golf pour défendre ses enfants. On n'invente rien. C'est la deuxième fois qu'il y a une alerte intrusion en 3 semaines, explique-t-elle au journal L'Opinion, et on ne fait rien pour protéger nos enfants. En plus, on attend là sans rien nous dire. Ce sont nos enfants qui nous ont prévenus. Le lycée n'a pas jugé utile de nous prévenir. Voilà ce qu'elle raconte, cette mère de famille venue avec un club de golf défendre sa progéniture. Terminons avec cette nouvelle sur le front des vacances scolaires. C'est le week-end des chassés-croisés pour toutes les zones. L'ombre d'une grève des aiguilleurs planait sur la SNCF. Eh bien, a priori, les perturbations vont être très limitées. Rassurant donc pour celles et ceux qui avaient prévu de prendre des trains pour partir ou revenir des vacances, puisque comme vous le disiez, A, B et C, c'est tout le monde qui profite de son premier ou dernier ou deuxième week-end de vacances. La semaine dernière, c'était les contrôleurs qui revendiquaient des meilleures conditions pour l'exercice de leur métier et qui s'étaient mis en grève. Et bien cette semaine, ce sont les aiguilleurs qui demandent notamment un plan massif d'embauche et une majoration de la prime opérationnelle de la circulation. La SNCF indique que les perturbations seront extrêmement limitées. Une zone qui risque d'avoir quelques difficultés, c'est les Hauts-de-France, puisque là, le mouvement risque d'être très suivi pour tous nos amis du Nord. À noter également que SNCF Réseau a répondu sur le front des revendications des aiguilleurs, annonçant notamment que l'entreprise a fait des efforts de recrutement ces dernières années. Merci beaucoup Guillaume. Menace ancestrale contre les enfants désobéissants. L'internat pourrait bien retrouver ses lettres de noblesse avec le réarmement civique souhaité par le président. Les émeutes de juin dernier ont laissé des traces et l'exécutif compte prendre le problème à bras-le-corps, toujours grâce à la fameuse formule « tu casses, tu répares ». Alors, entre-temps, dans l'ère du surveiller et punir, ou surveiller ou punir, on en parle tout de suite dans la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérôme Legavre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, membre de la commission Affaires culturelles et éducation, ancien professeur de lettres au lycée. Jean Monnet, je crois. C'est ça. Crépy-en-Valois, sud de l'Oise. Voilà. Et puis Jean-Rémy Girard, un fidèle de l'émission, président du SNALC. Merci beaucoup d'être là, Jean-Rémy. Merci. Toujours un bonheur de vous avoir. Alors ça y est, la menace. Si t'es pas sage, tu pars en pension, ça revient. J'ai l'impression que c'est une petite ritournelle. Un côté ça marche plus, ça devient la mode, puis ça l'est plus. Qu'est-ce qu'on en pense, Jérôme? Le discours systématiquement culpabilisateur de ce gouvernement, très franchement, moi, m'insupporte. Je vais être clair tout de suite. Pour un député LFI, ça ne m'étonne pas tant que ça. Oui, ça n'est pas surprenant. Je ne m'attendais pas à notre discours. Non, mais je me rappelle en particulier la formule utilisée par Gabriel Attal le jour de son discours de politique générale. Tu casses, tu répares. Bon, on vient de prendre aujourd'hui connaissance du nombre de postes qui vont être supprimés, notamment dans l'éducation nationale, mais il n'y a pas que l'éducation nationale qui ramasse, si je puis dire, puisque beaucoup de budgets ramassent en application des 10 milliards qui sont supprimés
dans les budgets. Ouais. Ça avait été annoncé par Bruno Le Maire. Là, ça se met en œuvre, ça se met en application. Bon, ben écoutez, c'est eux qui cassent. C'est eux qui cassent, en réalité. 692 millions annulés. Une petite réaction, Jérémy Girard, parce qu'évidemment, ça va coûter de l'argent, cette fameuse pension, même si elle devient gratuite, elle n'est pas gratuite pour le gouvernement. Ah non, de toute façon, les internats, à un moment, il y a quelqu'un qui paye. Hein, et puis, généralement, plusieurs personnes. Il y a les collectivités, pour la structure, les bâtiments, il faut des personnels à mettre dedans. Donc, effectivement, la politique des internats, qui peut être tout à fait intéressante, hein, ça a des intérêts réels, l'internat. Néanmoins, c'est quand même, effectivement, très coûteux. Ces 692 millions, c'est absolument catastrophique. Hein. On était là, on devait supprimer des postes, finalement on n'en supprimait presque plus, et puis d'un seul coup on en resupprime. Et là on est sur beaucoup de, en fait, des moyens qui servent à payer en fin d'année, qui servent à trouver des remplaçants de dernière minute, entre guillemets, ou des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Hein. C'est-à-dire que ces suppressions, ça risque de donner des inclusions scolaires qui ne vont pas pouvoir être suivis d'effet, par exemple. Mais quel est l'argument de la ministre de l'Éducation et du Premier ministre pour ces 692 millions annulés, même si le sujet d'aujourd'hui, vraiment, ce sont les internats et le retour de l'autorité. Mais j'aimerais comprendre pourquoi autant de millions annulés, enfin supprimés donc en budget, alors qu'effectivement, il manque des professeurs encore, on a une vraie crise de la profession d'enseignant et fatalement un déficit financier. Je ne crois pas qu'il y ait d'argument. Il y a un problème surtout, c'est-à-dire qu'ils sont plantés sur les chiffres de la croissance et donc le budget est faux. À partir du moment où le budget est faux, ils sont forcément obligés de trouver des coupes budgétaires à faire. L'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État, mais enfin c'est le premier employeur de France aussi, c'est près de 13 millions d'élèves qu'on a à gérer. Et à un moment, ils en ont pris un petit peu partout et quand même pas mal, effectivement, dans l'éducation nationale, ce qui est un vrai souci, puisque on est quand même un ministère en crise, hein, tous les voyants sont au rouge, le bien-être au travail, les recrutements, ça marche quand même pas très bien aujourd'hui, le système éducation nationale, et effectivement, là, on risque de se retrouver. On ne va pas le voir là tout de suite, parce que ce n'est pas les postes au sens les collègues qui sont censés arriver sur des postes à la rentrée, mais ça risque de se voir sur des contractuels qui ne seront pas payés en novembre ou en décembre, par exemple, ou des personnes qu'on n'arrivera plus à trouver en fin d'année pour faire des remplacements. On a 60% des gamins, je cite, qu'on a retrouvés dans les émeutes qui sont élevés par une femme seule. Comment va-t-on appréhender la situation d'un gamin qui traîne dans la rue à 2h du matin à 13 ans si sa maman est solo, dépassée et fait le ménage la nuit dans les bureaux, s'interrogeait Éric Dupond-Moretti. Est-ce que cela suffit à légitimer ce retour finalement à l'autorité que l'on ressent aujourd'hui ? Alors déjà, je ne sais pas si c'est un retour à l'autorité. C'est les arguments, enfin ce que vous venez de citer, en l'occurrence le garde des Sceaux, ce qu'a dit le garde des Sceaux, c'est une justification de toujours plus de mesures répressives. Moi, je suis élu dans une circonscription où le cas qu'il évoque, c'est le cas de milliers et de milliers de femmes et d'hommes. Il y avait un reportage, un très bon article qui a été publié dans la presse il y a quelques jours et qui évoquait la situation de cette femme qui quitte son domicile le matin à 4h30 du matin et qui rentre chez elle après avoir la plupart du temps d'ailleurs galéré dans les transports parce que les transports parisiens c'est juste l'horreur et qui rentrait chez elle à 21h30 me semble-t-il après une journée harassante. Bon, plus qu'harassante. Et j'insiste, à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, à Livry-Gargan, là où je suis élu, elles sont des milliers dans cette situation. Donc évidemment, pour les gamins, comment voulez-vous qu'elles s'occupent réellement de leurs gamins ou dans de bonnes conditions quand en plus s'ajoute à ces conditions de travail et de vie que je viens d'évoquer, une précarité, une situation de pauvreté. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays. C'est le bilan de ce gouvernement, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Que d'Emmanuel Macron ou aussi des présidents Alors, ils ont tous mis la main à la pâte. Ils ont tous mis la main à la pâte. Tous les gouvernements précédents ont mené des politiques... Tout le monde est à jeter, selon vous ? Oui.
Oui, alors sans ambiguïté aucune. Vous pouvez remonter des décennies en arrière et pour ne remonter que à l'époque de Nicolas Sarkozy, les politiques menées par Nicolas Sarkozy en matière sociale étaient une catastrophe. Elles ont été poursuivies par le gouvernement Hollande. Elles sont aujourd'hui poursuivies et amplifiées par Emmanuel Macron, qui, rappelons-le quand même, était conseiller de Hollande. Bon, donc il y a une continuité. Il y a une continuité et elle conduit au désastre. Et rappelez-vous, Emmanuel Macron, en 2017, avait fait campagne sur la question de la réduction de la pauvreté. Il avait dit qu'il ne tolérait pas de voir un tel nombre de sans domicile fixe dans les rues et notamment dans les rues de Paris. Le nombre de sans domicile fixe a augmenté, le nombre de pauvres a augmenté et encore une fois, c'est son bilan, c'est le résultat de sa politique. Donc, moi, vous savez, par principe et par conviction, je considère que sur ces questions, les questions dont on est en train de discuter, le point de départ, c'est d'éradiquer la pauvreté et d'éradiquer la misère. Ce gouvernement fait l'inverse. Revenons sur la question effectivement de l'internat, qui est en fait une proposition nouvelle effectivement du gouvernement et du ministère de l'Éducation en particulier, c'est-à-dire la gratuité de l'internat. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous? Alors, l'internat, c'est quelque chose qui peut avoir un réel intérêt, une fois encore, mais il faut qu'il y ait j'allais presque dire, il faut qu'il y ait un projet derrière, c'est-à-dire il faut savoir pourquoi on va dans un internat. Ça peut être, souvent c'est parce qu'on a des études qui sont loin, que ce qu'on veut faire est très très loin de son domicile. L'internat pour, entre guillemets, l'idée de l'internat pour élèves violents ou pour élèves à problème, c'est là on est plus dans le domaine de l'utopie entre guillemets parce que on va pas les enfin c'est déjà pas forcément l'idée du siècle de les regrouper tous dans un internat et d'autre part c'est très très compliqué à mettre en place. Il faut quand même des accords et les familles ne sont pas forcément volontaires pour que leurs enfants aillent dans un internat. Donc c'est pour ça l'internat, ça se construit en fait avec la famille. Ça peut se construire avec des personnels dont on manque, qui sont les personnels des services sociaux. On est censé avoir des personnels de services sociaux au ministère, on en a très peu. Mais c'est une solution à proposer, c'est une solution qui coûte cher, on le redit. C'est pas vraiment une solution très nouvelle. Je me souviens de l'Internet Sourdin, etc. Il y avait eu tout un battage médiatique là-dessus, ça commence à remonter. Mais c'est vraiment une solution qu'on redégaine assez régulièrement en disant on va faire des internats d'excellence, des internats de la réussite, des internats de ceci, des internats de cela. On se rend compte qu'on a du mal en fait à financer des places d'internat et qu'on a parfois du mal à trouver les élèves pour aller sur les places à l'endroit où on les finance parce qu'un internat, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de monde qui viennent au même endroit. Mais à la lueur de ce que j'ai cité dans les phrases effectivement, du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vous pensez qu'en fait ces internats sont plutôt faits pour les élèves qui sont difficiles, les élèves qui sont soit en difficulté effectivement d'apprentissage, en difficulté aussi de comportement finalement? C'est pour ça que c'est compliqué, parce que l'internat, c'est pas forcément synonyme de l'autorité. L'internat, c'est une modalité qui est généralement liée au fait qu'on est éloigné. La première idée de l'internat, c'est quand même que l'enfant est éloigné de sa famille et que de ce fait, il ne peut pas rentrer chez lui tous les soirs, donc il reste la semaine. Ensuite, il y a ces idées, effectivement, on en avait parlé sur les élèves radicalisés, choses comme ça, d'essayer de trouver des structures, de fabriquer ça. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où on en est au ministère de l'Éducation nationale sur ce dossier. On fera une émission sur ce sujet d'ailleurs. Ça n'a pas spécialement on est en train d'enquêter. Mais oui, nous, au SNALC, en tous les cas, on est tout à fait favorable au développement de la politique des internats, mais à partir du moment où il y a une demande réelle et où il y a un projet éducatif qui va avec, parce qu'on a ouvert des places d'internat et on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne pour les occuper, parfois. Ça, c'est pas très, très intéressant. Même sentiment aussi de votre côté, il n'y a pas de projet éducatif pour ces internats ? Alors, je manque d'éléments précis concernant ces internats. J'ai plus le sentiment, moi, qu'on a affaire là, une fois de plus, à un effet d'annonce. Vous avez dit quelque chose qui me semble très important. Cette question des internats ne peut pas être déconnectée de la question du volontariat. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas contraindre une famille à placer son gamin en internat. Ça ne peut reposer que sur le volontariat. Mais il y a une chose sur laquelle je voulais insister et que vous avez abordé à juste titre. C'est le manque absolument alarmant et désastreux de personnels sociaux et de personnels médicaux dans l'éducation nationale. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai commencé à enseigner en septembre 97. Dans le lycée que vous avez cité, tout à fait, dans le lycée que vous avez cité tout à l'heure. Dans ce lycée, quand j'ai commencé à travailler, en 97 donc,
il y avait très exactement 3 CPE, une infirmière à temps plein, une assistante sociale à temps plein. Et combien d'élèves par classe ? On était déjà blindés à 35. 35 ? Ah, c'était en lycée, c'était la règle, c'était 35 par classe. C'était beaucoup plus que maintenant, en fait. C'est toujours 35. Alors là, j'allais dire... La région parisienne, on est toujours sur 35. Dans mon lycée, on est entre 34 et 35 par classe. J'allais dire, rassurez-vous, non, justement, ça n'est pas rassurant, mais on est à 35 et on est parfois plus. Moi, mes anciens collègues me disent, dans telle classe de seconde, on est à 36, 37, etc. etc. Donc, je l'ai dit, infirmière scolaire, assistante sociale et psychologue scolaire à temps plein dans cet établissement. Ce nombre de personnels qualifiés qui suivaient les jeunes, qui pouvaient identifier en lien avec les profs, en lien avec l'équipe de direction, les enfants, les jeunes qui étaient confrontés à des difficultés qui pouvaient parfois les conduire à des comportements dangereux pour eux-mêmes ou pour d'autres, eh bien, ils étaient suivis individuellement. Aujourd'hui, la moitié de ces personnels a été supprimée. Enfin, en tout cas, ils ne sont plus en poste dans l'établissement. Bon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer davantage. Quand vous supprimez des postes de personnel qualifiés comme les postes dont je parle là, ben, vous ne faites pas ça sans casser des œufs et sans que ça ait des conséquences dramatiques. D'autant que si on réouvre ou ouvre des nouveaux internats, où va-t-on trouver ces fameux enseignants qui voudront travailler en internat, dans la mesure où déjà on n'arrive pas à trouver les enseignants qui veulent travailler dans les établissements publics ou privés, en tout cas publics sûrs? Les internats, c'est plutôt le côté, entre guillemets, hébergement, pour aller vite. C'est-à-dire que l'enseignement, que l'établissement est un internat ou pas, se fait de la même manière. Ce qu'il faut trouver, c'est plutôt les assistants d'éducation, c'est plutôt les surveillants, puisque c'est eux qui doivent surveiller l'internat. Et là, d'ailleurs, avec les économies qu'on est en train de faire à cause des mauvais chiffres de la croissance, ça va concerner les assistants d'éducation, ça va concerner aussi les assistants d'éducation. Donc, l'intérêt que peut avoir l'internat, et c'est pour ça que c'est pas forcément très clair ce que dit Éric Dupond-Moretti, l'intérêt éducatif ou l'intérêt pédagogique de l'internat, c'est avant tout pour des formations rares ou éloignées. C'est-à-dire, je pense essentiellement des formations de la voie professionnelle, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des formations de la voie professionnelle qui ne sont pas à côté de chez vous, qui ne sont pas dans votre département, qui ne sont parfois même pas dans votre région. Et là, avoir un internat à côté ou dans le cadre d'un lycée professionnel qui propose une formation assez spécifique, ça c'est une vraie plus-value parce que ça permet de recruter ailleurs que dans son petit bassin géographique. Et ça permet plus de mobilité d'élèves parce que les élèves des lycées professionnels, ils ont tendance à pas être très mobiles, ils ont tendance à aller à la formation à côté de chez eux et finalement à se déterminer sur leur métier de demain par rapport à l'offre qui est autour d'eux plutôt que par rapport à ce qu'ils voudraient faire ou à ce qu'ils pourrait réellement faire. Là, l'internat, ça a une plus-value éducative très importante. Mais on est d'accord que là, la proposition de Gabriel Attal, elle est vraiment sur la notion plus de sévérité ou en tout cas d'austérité envers la jeunesse que davantage sur le côté c'est pas austère, les internats. Enfin, une fois encore, c'est pas du tout quelque chose d'austère, les internats. Oui, généralement, les élèves sont plutôt contents d'y être. Vous avez raison, c'est une vision que j'en ai. Vous avez raison, c'est complètement personnel. En tout cas, un regain, peut-être d'austérité justement, mais peut-être de sévérité. C'est ma question. Est-ce que c'est ça vers vers lequel on va finalement avec l'ouverture des internats, ou est-ce qu'on est plus, comme vous le dites, pour la proposition, l'offre d'apprentissage qui est faite, moi j'ai le sentiment en tout cas, pour tous les mots, le réarmement civique et autres qui ont été sortis récemment, qu'on est plus vers la sévérité, on est d'accord. Les termes qui sont employés vont dans ce sens. Ils vont dans le sens d'une politique punitive et répressive. Les assistants d'éducation, moins 692 millions dans le budget. Ça va se traduire par moins 5500 postes à la rentrée prochaine d'AED et d'AESH, alors qu'on en manque déjà cruellement. Alors que les AESH, pourtant il y a une annonce qui a été faite où au contraire on tenait à recruter les AESH parce qu'il en manquait terriblement. Oui, mais il n'y en a plus que 130 000, faut encore qu'il y ait des personnes qui veuillent venir. Absolument. Parce que le métier est tellement catastrophique, il est payé, on rappelle, les AESH sont payés en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui en France. Donc effectivement, on peut toujours dire qu'on va en recruter, puis accessoirement on veut en recruter, non pas pour améliorer les choses, mais parce qu'il y a de plus en plus de notifications d'élèves en situation de handicap. Donc en fait, on veut juste recruter pour
maintenir l'existant, et l'existant, il dysfonctionne déjà. Même l'existant, ça manquait terriblement, et on le savait déjà. Mais effectivement, je crois que déjà en nombre, ça ne suffisait pas, et le salaire a été réévalué, mais c'est rien. Dans mon propre lycée, dans ma propre classe, où un élève n'a pas suffisamment d'accompagnement. Donc, pardon, je vous ai coupé, mais vous le disiez, donc effectivement, 5500. 5500. Vous parliez à juste titre de l'enseignement professionnel en mettant en lien les internats qui peuvent exister dans certains lycées professionnels, et dans ce cas-là, effectivement, ils apportent un plus pour toutes les raisons que vous avez indiquées, mais il faut quand même ajouter une chose, c'est que l'enseignement professionnel aujourd'hui est en passe purement et simplement d'être détruit. La réforme de l'enseignement professionnel, qui d'ailleurs n'a jamais été discutée à l'Assemblée nationale, jamais été discutée dans l'hémicycle, cette réforme de l'enseignement professionnel est désastreuse, elle est destructrice pour ce qui est quand même une conquête démocratique majeure. Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les élèves avaient été soustraits à la tutelle des patrons pour pouvoir être formés dans des lycées professionnels. On est en train de supprimer ça. Je suis complètement d'accord, mais ça c'est l'objet d'une autre émission. Je sais. Et donc en fait, figurez-vous qu'on le traite tellement souvent que certains me le reprochent. Alors c'est tant mieux, c'est tant mieux. La prochaine fois, avec plaisir, vous viendrez aussi partager ce débat. Mais j'aimerais, avec joie. Mais on va revenir et recentrer sur ce débat. Est-ce que vraiment on est davantage sur donc la répression, sur le côté où on essaye d'éloigner les jeunes de la dite délinquance, pour justement les amener, en l'occurrence, cette proposition-là, c'est-à-dire à savoir l'internat, éventuellement. Mais une fois encore, l'internat, ça restera une politique extrêmement, j'allais dire, minimaliste en termes de nombre. Parce que l'internat, comme je le disais, c'est extrêmement coûteux, ça demande des bâtiments. Ça, les bâtiments, c'est pas l'État, donc Éric Dupond-Moretti peut toujours dire des choses. C'est pas lui qui va les construire, les internats. Ce sont les régions. Non, mais entendu, il va pouvoir peut-être sanctionner. On va y venir parce qu'en fait, qui dit autorité dit sanction. Pour nous, nous au SNAL, qui est une fois encore l'internat, ça peut être effectivement utile dans le développement d'élèves et qui finalement acquiert une certaine autonomie ou certaines habitudes, etc., change de cadre de vie, ça c'est pas forcément toujours inutile. Nous, on l'associe pas spécialement à la sévérité ou à l'autorité. L'internat aujourd'hui, c'est vraiment plus, avant tout, une solution pratique, c'est pas une solution qui est liée, pour nous, à la justice ou au ministère de la Justice. Là, si on est sur de questions justice, parce qu'Éric Dupond-Moretti, à ma connaissance, n'est pas ministre de l'Éducation nationale, du moins pas encore, ça va peut-être changer le mois prochain, on ne sait pas, ça change un peu tout le temps en ce moment. Mais là, on est plutôt en train de parler de structures différentes, pas de structure éducation nationale. Dans l'éducation nationale, l'internat, ça a effectivement une utilité, mais je vois mal une décision de justice disant « et votre enfant va être mis dans un internat ». Parce qu'une fois encore, la question c'est déjà, il fait quelle formation, il s'inscrit dans quelle filière, etc. Et ensuite, est-ce qu'il y a... J'ai compris votre point de vue. On va revenir sur mon point de vue, parce que j'arriverai à avoir la réponse à ma question. Réinstaurer l'autorité en plein climat de défiance. On est en plein dedans, d'accord, pour à la fois les jeunes et les moins jeunes. Ce qui nous intéresse ici, chez School TV, évidemment, c'est tous les étudiants qui vont jusqu'au bac. Le rapport des jeunes à la police est de plus en plus compliqué. On le voit, les émeutes et la mort de jeune Naël, on l'appelle le jeune Naël, mais la mort de Naël a provoqué des émeutes très compliquées. Est-ce que c'est une réponse aussi à cela, quand on parle de réarmement civique? Cette défiance, comment on fait pour pouvoir réconcilier les jeunes justement avec l'autorité et en même temps leur proposer davantage de solutions très, j'allais dire violentes, non, mais enfin en tout cas... Oui. Alors justement, je voulais en parler parce que j'ai sous les yeux la déclaration de la ministre, de la secrétaire d'État de la citoyenneté et de la ville. Oui. Elle fait référence à ce que vous évoquez. Les récentes violences urbaines de l'été 2023 ont souligné la nécessité impérieuse, etc. etc. Sabrina Agresti, c'est ça? C'est ça. Et c'est ce que je voulais dire. En fait, il faut replacer la question des internats dont on discute là en ce moment dans un contexte plus large. Bon, alors, les violences urbaines, soyons clairs quand même, elles ne sont pas tombées du ciel. Il faut quand même rappeler ce qui s'est produit fin juin 2023. Un jeune de 17 ans a été tué. Il a été tué par des policiers, il a été assassiné. Ça a provoqué une vague de révolte. Bien. Écoutez, moi, je suis élu, encore une fois, dans une circonscription où je crois qu'on peut dire que des Naël, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup trop. Je rappelle qu'à Montfermeil, en 2005, il y avait eu également un soulèvement
suite à la mort tragique de 2 jeunes qui étaient poursuivis par des policiers, qui s'étaient réfugiés dans un transfo et qui y avaient laissé la vie. Et ils s'appelaient Zined et Bouna. Ces deux enfants, ces 2 jeunes, depuis, il y en a eu énormément. Il y en a eu beaucoup. Et énormément aussi de défiance vis-à-vis de la police. Mais vous le reconnaissez absolument. Aussi. Et vous savez, d'un côté comme de l'autre. Et je voudrais citer ici un exemple très concret qui renvoie justement à ce fameux quartier des Bosquets à Montfermeil, d'où étaient originaires les 2 jeunes qui sont morts en 2005. En quelques secondes, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on a peu de temps. J'ai rencontré il y a peu de temps des policiers qui travaillent au CLJ de Montfermeil, le centre de loisirs et de jeunesse de Montfermeil, qui accueille des jeunes jusqu'à 13-14 ans à peu près, et qui les encadrent pour des activités sportives et culturelles. Ce CLJ n'a jamais été pris pour cible lors de ce qu'on appelle des émeutes, que moi j'appelle des révoltes, jamais été pris pour cible. Et malheureusement, cette expérience qui remonte aux années 90, en lien avec ce qu'on appelait à l'époque la police de proximité, eh bien aujourd'hui, elle fait figure de parent pauvre. En matière de politique de maintien de l'ordre, ce qui est privilégié, c'est l'aspect systématiquement répressif. Et ça fait énormément de dégâts. On conclut avec vous, Jean-Rémy Girard. Est-ce qu'on punit trop en France ou pas ? Non, on ne punit pas trop en France. Nous, ce qu'on peut signaler en tant que représentant des personnels au SNALC, c'est que oui, il y a un souci d'autorité. On a fait une enquête auprès des collègues qui reconnaissent que l'autorité des enseignants est très attaquée. Par exemple, le ministère lui-même a fait une enquête disant que la valorisation de nos métiers dans la société est vue de manière très basse par les collègues. C'est absolument catastrophique, l'enquête bien-être. Et on n'est absolument pas dans un système répressif aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on a effectivement des difficultés dans certains établissements, très clairement. Je ne pense pas que c'est une politique de l'internat qui les résoudra. Je ne pense pas que ce soit relié, en fait. Mais on a aussi, et ça c'est plus nouveau, beaucoup de difficultés avec certains parents, certaines familles, notamment à l'école primaire. La dernière enquête sur les incidents, on appelle ça les incidents, c'est très joli, c'est très poli, à l'école, montre qu'à l'école primaire, en fait, un enseignant a autant de chances d'avoir une violence physique ou verbale de la part de l'élève que de la part de sa famille. Donc, je ne crois pas que le problème aujourd'hui, ce soit le côté ultra répressif des personnels de l'éducation nationale. Le problème principal aujourd'hui, c'est que les conditions de travail font qu'on n'a plus envie de venir à l'école et plus envie de s'inscrire au concours. Continuez, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Continuez. Merci à vous deux. Il faudrait plus payer aussi. Oui, ce serait pas mal. Ça c'est certain. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau. Jérôme Legavre, je rappelle que vous êtes député LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, membre de la commission Affaires culturelles et éducation, ancien prof aussi de lettres. Et Jean-Rémy Girard, président du SNALC. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, le roman feuilleton est très populaire au 19e et chaque semaine ou mois, un épisode était publié dans le journal, de quoi tenir le lecteur en haleine. Aujourd'hui, eh bien, ce concept n'est plus vraiment au goût du jour, quoique, c'était sans compter Isabelle Lavarec qui a écrit la série Escale chez les Gallo-Romains. Regardez, j'ai tout entre les mains. Vous allez voir, une série parue aux éditions Ex-Aequo. Ce format de roman feuilleton, je disais, était bien souvent à destination des adultes. C'était une parution effectivement régulière qu'on attendait. Et c'est un renouveau finalement que vous lui donnez en changeant de cible. Isabelle Lavarec, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Oui, comme vous l'avez dit, effectivement, au 19e siècle, ça s'adressait surtout aux adultes. Et actuellement, il y a encore des romans feuilletons, mais sur Internet, rocambole, pitch série, etc. Et autrefois, justement, l'intérêt des romans feuilletons, c'est que ça avait élargi le panel de lecteurs. De nombreux lecteurs qui refusaient de lire des romans un peu classiques lisaient sur le journal
la page du bas et lisez ces romans feuilletons. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de relancer les romans feuilletons? Vous en lisiez, vous, quand vous étiez plus jeune? Des romans feuilletons, non. Et des romans photos, peut-être, hein, oui, mais là, c'est pas la même chose. Un roman feuilleton, en fait, c'est un roman, ici, vous pouvez le voir, tout seul, mais qui est formé de 4 épisodes, ce que vous avez montré, d'accord? Et l'intérêt du roman feuilleton, c'est qu'il y a une histoire, il y a un problème qui commence à l'épisode 1 et qui va être réglé à l'épisode 4. C'est le fil rouge entre les différents livrets. Le livret 1, mais comme ce sont des enfants, c'est pour des enfants de 9 à 12 ans, comme ils ont un rapport à la lecture qui n'est pas le même, vous avez des enfants qui lisent des livres de 700 pages, alors que d'autres ont du mal à lire, par exemple, ce genre de livre, là, qui fait partie toujours de la série science-fiction Naïs et Totoche, mais qui fait 195 pages, et de nombreux parents m'avaient dit que c'était beaucoup trop long, beaucoup trop gros, et que ça faisait peur. Donc je m'étais dit, ces enfants qui ont quelques difficultés à lire, et même, comme c'est pour des enfants de 9 à 12 ans, il est évident que l'écart est très grand. Pour nous, c'est que 4 ans, d'accord? Mais en réalité, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus pour eux, parce qu'à 9 ans, ils lisent des petits livrets de cette taille-là à peu près, hein, de cette taille-là de 100 pages à peu près, et encore, souvent, il y en a beaucoup qui ont des difficultés. Donc, j'ai décidé de faire un roman fait de 4 épisodes, de 4 livres. Épisodes. Alors on se replonge dans les épisodes. Hein. Ces épisodes retracent donc les aventures palpitantes et rocambolesques, vous l'avez dit, de Totoche et Naïs, qui sont 2 amis d'enfance et qui se retrouvent accidentellement transportés dans l'époque gallo-romaine. Comment vous avez fait pour pouvoir vous replonger dans cette époque-là? J'ai vu que vous étiez professeur agrégé de SVT, vous avez une carrière absolument fantastique, mais l'histoire en elle-même, l'époque gallo-romaine, pourquoi déjà précisément cette époque-là? Et comment vous avez fait pour vous documenter? Alors, cette époque, pourquoi? Je suis d'Arles, arlésienne, et la romanité, c'est quelque chose de très important. Adolescente là-bas, j'ai un petit peu été j'ai parcouru toutes les ruines, et je me suis raconté beaucoup d'histoires. Par conséquent, j'avais envie de faire quelque chose sur Arles et sur la romanité. En plus, vous savez qu'il y a de grands musées. On a trouvé beaucoup de choses sur la romanité à Arles. Hein. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse vivre mes petits héros, Naïs et Totoche, là, dans ces lieux. Alors, comment j'ai fait pour me mettre dans leur peau? D'abord, il faut savoir qu'ils ont gardé, lorsqu'il y a eu la tourmente, la fente spatio-temporelle, la tornade temporelle, ils ont gardé leur tête de 2022. D'adolescents, ils ont 13 ans, hein, d'adolescents de 13 ans. Autrement dit, ils ont toutes les connaissances. Pour moi, c'était facile, puisqu'ils raisonnaient comme des enfants actuels. Mais ils étaient en contact avec des gens de l'époque. Vous avez beaucoup d'écrits, là. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai été dans les différents musées, etc. Et j'ai je me suis beaucoup renseignée. Et donc, que dans une civilisation, une structure différente, il est évident que nos petits Anaïs et Totoche, en arrivant, ont été surpris. D'accord. Alors, juste, Isabelle, pardon, c'est vrai que c'est la complexité du Skype, mais comme on a très peu de minutes, je veux être ultra efficace, et puis on ne va pas dévoiler, on ne va pas spoiler ou divulgacher, évidemment, l'histoire en elle-même. Les enfants vont bien sûr aller acheter cette série Tunnel vers le passé, Ils sont fous, c'est gallo-romain & Co. Mais j'aurais juste faire une petite précision. Non, c'est pas ça. Mais une précision sur les livrets d'activités en question qu'on peut trouver. Alors oui. Les enfants, comme je vous ai dit, ont beaucoup le rapport à la lecture n'est pas le même, et certains ont beaucoup de difficultés. Ceux qui ont 9 ans ont peut-être moins de difficultés que ceux qui sont en 5e, mais en 5e, vous avez encore des enfants qui ont du mal à lire. Donc, après avoir lu un épisode, j'ai eu envie
de faire ce qu'on appelle des petits livrets d'activités ludiques. Il faut dire que j'ai fait de nombreux manuels scolaires qui ont été édités chez Nathan, chez CED et même certains exercices chez Bordas. Et j'ai donc donné la parole à Toto Chix, puisque dans les épisodes, c'est juste Anaïs qui parle. Ici, c'est le garçon, dans un souci d'équité, bien sûr. Et après, il y a des petits exercices qui permettent à l'enfant de se remémorer l'histoire et surtout les enjeux. Parce qu'en réalité, ce que je voulais leur montrer, c'est qu'un livre, faut retenir surtout ce dont il faut vraiment faire attention, et il faut s'arrêter, ce sont les enjeux. Quel est le problème? Comment font-ils pour le résoudre? Et après, que va-t-il se passer? Et bien voilà, vous allez tout retrouver dans cette ces fameux romans feuilletons, la série Escale chez les Gallo-Romains, paru aux éditions Ex Aequo, écrit par Isabelle Lavarec. Merci d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Et dessiner, il y a des illustrations, parce que justement, j'ai toujours pensé aux enfants ayant des difficultés, des illustrations en couleur qui ont été faites par Serge Secconi. Parfait, eh bien on le salue Serge, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci Isabelle, désolée on a un peu de temps, merci. On va tout de suite retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique dans le Grand JT. Pour cette chronique, Virginie, on va partir sur TikTok pour évoquer le cas d'un influenceur qui fait la polémique. Dans votre chronique, Guillaume, vous racontez l'histoire d'Abrèche Frères, un influenceur qui est accusé de misogynie parce qu'il justement résume les vidéos trop drôles et que certains l'accusent de cibler les contenus de femmes. Vous allez également raconter pourquoi le symbole de la tasse de café qu'il utilise est controversé. Eh bien voilà, Virginie, vous avez fait exactement ce que fait tous les jours sur son compte Abrèche Frères, ne pas laisser le temps aux gens de terminer ce qu'ils ont à dire et finalement résumé à leur place. On se sent très mal quand on en est victime. Regardez ce que c'est Abrèche Frères. En termes de pire date possible, il n'y a rien de pire. Elle est sortie avec un homme juste parce qu'il était beau. Elle s'est rendue compte qu'il était inintéressant. Il n'avait jamais rien à lui dire. Aujourd'hui, son premier critère, ce n'est plus le physique, mais plutôt quelqu'un avec qui elle a un bon feeling. L'année dernière, j'étais en terminale et un nouveau garçon est arrivé dans mon lycée. Il était grand, brun, beau. Elle a commencé à avoir des dates avec son crush du lycée. Il était très tactile, mais au bout de 8 dates, il ne l'a jamais embrassé. Au 9e date, elle a découvert qu'au final, il était gay, mais il ne l'assumait pas. C'est pour ça qu'il essayait de se forcer à aimer une fille. Au final, elle l'a aidé à s'accepter et c'est devenu son meilleur ami. Mais en fait, il n'y a rien de bien méchant, quoi. Le pauvre, il a aucun plaisir dans la vie, en fait. Il veut la fin de l'histoire et basta, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est plutôt... Qu'est-ce qu'il lui a reproché à ce garçon? C'est une tendance qui vient des États-Unis. Vous me coupez encore ou... Oui, vous pouvez me couper autant que vous voulez, Virginie. Vous avez tous les droits. Je peux dire la fin de la chronique? Là, vous pouvez partir directement. C'est une tendance qui vient des États-Unis et qui, effectivement, est en contre-courant de ce qu'on appelle les story time. Vous savez, c'est ces moments où on raconte sa vie pendant des heures, pendant... Vous voyez, vous swipez des vidéos pour entendre un détail, une rencontre que vous avez faite en enfance, etc., etc. Bon, rien de bien méchant, donc, puisque ça existe aux États-Unis, ça existait même déjà un petit peu en France, mais il a un peu reconceptualisé. Le souci, en fait, qu'il y a désormais, eh bien, c'est que il parle et il interrompt majoritairement des femmes, puisque sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sont beaucoup de femmes qui font des story time. Et le problème, nous dit Lodonieri, créatrice de contenu en philosophie, c'est que le contenu d'Abrèche Frères résume en majorité des contenus réalisés par des femmes. Donc, c'est ce que je viens de dire. Et c'est que sous ces vidéos qui sont produites par des femmes, eh bien, il y a beaucoup de commentaires misogynes. Voire pire, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'une femme prend la parole dans des vidéos, eh bien, on vient taguer Abrèche Frères, histoire de dire « Chut, tais-toi ». D'accord, il y a d'autres créatrices en revanche de contenu qui tempèrent cette information, puisque ce n'est pas Abrèche Frères qui serait misogyne en tant que tel finalement, mais les réactions plutôt qu'il suscite chez les internautes. Exactement, c'est Chloé Gervais qui est créatrice de contenu et qui explique sur les réseaux sociaux son exaspération. Elle ne mâche pas ses mots. Énorme et même certains médias mélangent les informations. Au vu des réactions, je me suis très sûrement mal fait comprendre. Non, je n'ai jamais accusé Abrèche Frères d'être misogyne parce qu'il raccourcit plus les meufs que les mecs. J'ai tout simplement jamais dit ça. Pour le coup, je suis d'accord avec tout ce que je vois à ce sujet-là. Non, raccourcir des meufs ne fait pas de toi un misogyne. Et d'ailleurs, à la base, si Abrèche Frères abrège plus des meufs que des mecs, c'est parce que son concept c'est d'abréger des storytime. Et sur TikTok, il y a plus de storytime de meufs que de mecs. Ce que je et plein d'autres meufs reprochent à Abrèche Frères, c'est qu'il a créé, malgré lui, une
immense vague de harcèlement et de misogynie sur les réseaux. Alors oui, il n'en est pas responsable et ces gens, c'est devenu une partie de sa communauté qui instrumentalise son contenu. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux. En fait, à travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Sous prétexte qu'il faut les abréger, parfois même quand il n'y a rien à abréger. Alors attendez, je comprends pas. C'est misogyne ou pas misogyne, cette histoire? C'est quoi l'histoire? Et ben voilà, finalement, ce qu'elle explique, c'est que Abrèche Frères, en tant que tel, n'est pas misogyne et ne produit pas du contenu misogyne, mais ce qui est misogyne, ce sont les réactions. Preuve en est, hein, cette vidéo que je viens de vous montrer de la créatrice de contenu Chloé Gervais, il y a eu une déferlante et une vague de haine en dessous. Enfin, je vais peut-être tempérer un tout petit peu ce que je dis, puisque on a l'impression qu'il n'est pas vraiment misogyne. Je vais vous partager un doute que j'ai quand même à ce sujet. Oui, il met des storytime. Oui, les femmes sont celles qui font majoritairement des storytime, même si maintenant il essaie de tempérer et de mettre plus d'hommes. Pourtant, il termine toujours ses Abrèche Frères, ses vidéos, avec ceci. Regardez. Il fait de la SMR, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Oui, il boit du café. Et vous savez, dans toutes les analyses qui sont faites dans les médias et sur Internet, on parle pas beaucoup et c'est loin d'être anodin. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, cette tasse de café dans le symbole Internet? Eh bien, dans la culture populaire du web, l'emoji tasse de café ou tasse de thé, c'est un emoji extrêmement misogyne. Quand une femme prend la parole ou quand on veut se moquer de quelque chose, je sais pas, d'une vidéo d'une femme qui tombe par terre, des choses comme ça. Vous voyez des internautes qui mettent beaucoup d'emojis de tasses de café. Alors, je me suis demandé, et on peut se demander d'où ça vient. La réponse, c'est que ça vient de ce même qui est utilisé donc par des franges misogynes d'Internet que je vous propose de découvrir. Ouais, man. Deux hommes corpulents, tasse de café à la main, regardent une femme qui passe en talons et finissent par dire woman et par boire une tasse de café. Alors je ne sais pas si je vais trop loin dans mon analyse, mais le fait de reprendre ce symbole de la tasse de café, quand on sous-entend que les femmes parlent trop, étalent trop, et quand on a dans ces commentaires beaucoup de commentaires misogynes, et quand on est tagué de manière misogyne sur les réseaux sociaux, ça n'est à mon sens pas anodin, mais ça n'est là que mon opinion. Oui, la mienne aussi, mais enfin, ils se ridiculisent d'eux-mêmes, hein, ces deux garçons, avec leur petite bedaine, le côté bon. Voilà, c'est fait. Merci en tout cas. Merci mille fois. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est l'humoriste Younes Depardieu. On a parlé de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession. Tu es humoriste aujourd'hui, mais est-ce qu'enfant, plus jeune, il y a eu un autre métier que tu aurais eu envie de faire? J'ai hésité entre astronaute et boucher. Je rigole, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, Inès. Non, comme métier, forcément, il y a un métier que tous les enfants voulaient. C'était mon rêve, c'était footballeur. Hein. Ta passion, ça aussi, le football. Le football. Tu jouais au club? Je jouais. Après, j'étais pas zizou, mais je taquinais. Mais j'ai footballeur. Et un métier que j'aurais bien aimé faire aussi. Mais la conseillère d'orientation m'a dit non, tu n'y arriveras pas. Je te jure, elle m'a dit ça. C'était quoi? Commentateur sportif. Et en quoi elle peut savoir que tu vas faire? Je te jure, elle m'avait dit non. Elle m'a dit, après, il n'y a pas 1000 postes pour faire ce métier-là. Oui, mais elle m'a dit non. Elle m'avait dit non, je me rappelle. Et toi, C'était à Pierre et Marie Curie. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, 17 ans. Et du coup, tu l'écoutes et tu... ouais, tu te dis, c'est son métier, peut-être elle a raison. Et tu bascules sur quoi alors? N'écoutez pas les conseillères d'orientation parce que des fois c'est du mytho. Donc, des fois c'est vrai, mais allez au bout de... Mais à ce moment-là, quand elle dit ça, tu te dis bon, ok, je la crois, et tu te dis je vais faire quoi? Moi, je sais pas. Je te jure, je sais pas. Elle commence comment alors ta carrière? Franchement, tu sais quoi, j'ai fait mon BTS. Après, j'ai travaillé un BTS de quoi? MUC. C'est quoi ça? Management des unités commerciales. Ok, en vente quoi. Voilà. Je travaillais un peu en banque. Et après, j'ai commencé avec... Moi, je faisais pas mal de théâtre étant plus jeune. Un peu d'impro et tout. Et j'ai rencontré Bambi. On s'est rencontrés. En impro? Non, dans un café-théâtre. D'accord. Et de là, on a accroché tous les deux et c'est parti. Hein. Vous avez eu envie de vous retrouver ensemble sur scène? D'ailleurs, tu te rappelles la première fois où on s'est vus? Au Jamel Comedy Club? Non. Non? Où ça? Je me rappelle, on s'est vus à l'hôtel, comment il s'appelle? En face du Movenpick, au Marrakech du Rire.
Oui. Je crois que tu étais là-bas une année, c'était là. Je crois que c'est la première fois. C'est le Novotel, peut-être. Non, c'était pas le Novotel. C'était Atlas Médina. Je peux aller là-bas. Si. Moi ? T'étais à la réception. Hein ? Je me rappelle comme si c'était hier. T'es sûr ? À part si t'as une vie, tu caches des trucs aux gens. Je rigole. Non, mais... Parce que t'as fait partie du Jamel Comedy Club. Oui, voilà, Jamel Comedy Club pendant 4 ans, ouais. Donc vous avez fait le Marrakech du Rire. On a fait le Marrakech du Rire et tout. Et c'est ça qui vous a lancé ? Voilà, c'est ça qui nous a lancé. Comment vous arrivez d'ailleurs au Jamel Comedy Club ? Comment on est arrivé au Jamel Comedy Club ? On faisait pas mal de scènes avec Bambi. Et un soir, on joue à la Deb Jam, ça se passe bien. Vraiment, ça se passe très très bien. Et il y avait Jamel dans la salle. Et Jamel l'a kiffé, il a dit faut les appeler. Vous saviez pas qu'il était là ? Là. Si, je savais qu'il était là, moi. C'est moi qui l'avais vu. Et je dis à Bambi, frérot, là, on n'a rien à perdre. Allons-y. On va à fond, et ça a marché. Et après, comment ça se passe ? C'est lui qui vient vous voir à la fin du spectacle ? Oui, après, on a fait le Jamel Comedy Club, Marrakech, tournée avec Alban, Foudil, Jason, Fadili, Farid Chamek. Est-ce que ça met plus de pression, là, après, justement, quand t'intègres cette troupe-là Ça met de la pression au début, mais après, t'es content. T'es content. Le beat, t'as déjà connu ? T'es obligé de le connaître. Tout le monde, c'est... Même un mec comme Jamel ou Gad, il y a des périodes, ils ont bidé. Parce que pour avoir des bonnes vannes, t'es obligé de tester. Et des fois, tu vas tester, ça va pas être marrant. Des fois, c'est un métier compliqué. Hein. Ta meilleure anecdote sur scène ? Ma meilleure anecdote sur scène Positif ou négatif ? Il y en a un négatif, mais c'est marrant. Vas-y. Nos débuts avec Bambi, on commence notre spectacle. C'était un théâtre qui s'appelait Les Feux de la Rampe. Ouais. Il y avait 3 personnes. Ah. Je te jure que c'est vrai ce que je te raconte. Il y avait une pote à moi dans le public. En plus. Il y avait un mec qui avait 60 d'années. Il avait Gilles de la Tourette. Oh. Et il y avait une meuf qui nous regardait tout le spectacle comme ça. Et à la fin du spectacle, on a compris qu'en fait, elle ne comprenait pas le français, elle parlait qu'espagnol. Et c'était incroyable. Et après ce spectacle-là, tu dis, ouais, on arrête. C'était très compliqué. Mais ils avaient payé leur place pour être là. Oui, ils avaient payé. Ouais. On n'avait pas rentabilisé la soirée. 3 personnes. C'était le tout début. Ouais, c'était les débuts. C'est l'humilité. Ah ouais, c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Younes Depardieu, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Ce rêve, cet Altus, est-ce qu'à l'époque, c'était déjà bien clair dans votre tête ce que vous voulez faire, notamment travailler sur l'utilisation des écrans maîtrisés des jeunes ? En fait, ce qui se passe à la base, c'est qu'on ne sait pas vraiment où aller. Et on se dit que pour créer une école, avant de recréer la roue, il faut se renseigner sur ce qui existe. Donc on regarde du côté de Pisa, on voit la Corée du Sud, la Finlande, le Canada, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les bonnes façons d'apprendre. Et on se dit, avant de créer un établissement, enfin une école, on va plutôt essayer de créer des outils pour les enseignants. Et on essaie de rassembler des enseignants. Donc on crée un exerciceur, on regarde ce qui se fait déjà dans la high-tech, quelles sont les meilleures choses à faire, qu'est-ce qu'on peut proposer. On rajoute de l'adaptive learning parce qu'on se rend compte que c'est ça qui est pertinent aujourd'hui pour les enseignants. Enfin, le numérique, ce qu'il peut apporter, c'est ce que l'enseignant a du mal à faire. Donc devant 30 élèves, c'est de proposer des devoirs différenciés. Donc adaptive learning avec la ZPD, avec Leitner. Et de ça, on se rend compte qu'on a un problème, c'est qu'on n'a pas d'exercice et il faut qu'on arrive à proposer quelque chose de nouveau pour les enseignants qui n'ont pas envie, enfin qui ont déjà beaucoup de travail, il faut corriger les copies, il n'y a pas beaucoup d'écoute des parents, ils ne sont pas très respectés par le système, donc rajouter comme ça du travail, ça ne les intéresse pas, mais si on apporte quelque chose de nouveau, ça peut leur plaire. Ils nous demandent donc de créer des exercices, et ça arrive au moment de la sortie de ChatGPT avec OpenAI et l'API qu'on va tester de fond en comble pour essayer de comprendre. Alors l'API qu'on explique, c'est une sorte de tuyau qui permet de connecter une application à une autre ou un service à une autre. Exactement. Ça permet juste d'expliquer ce que c'est. Exactement, ça permet de communiquer, donc comme on parlerait avec un humain via un chat, avec un robot, donc en l'occurrence l'IA générative, et on va chercher les limites pour comprendre ce qu'on peut en faire. À partir de ça, on travaille avec un cabinet d'avocats pour récupérer des données, pour essayer d'avoir quelque chose de qualité, pour créer tout un programme. On génère 300 000 exercices qu'on va proposer à nos enseignants sur une première plateforme qui s'appelle Codidae, qui est à l'origine d'Altus par la suite. Comment s'y prendre pour atteindre les jeunes les plus éloignés du processus démocratique ?
Comment s'y prendre? Déjà, aller là où ils sont. Donc, ils sont au collège, ils sont au lycée, ils sont à l'université, ils sont dans les centres sociaux, ils sont dans les clubs de sport, dans les clubs de théâtre. Donc, nous, l'idée, c'est de vraiment être complémentaire à l'accompagnement que les associations et l'éducation nationale font auprès des jeunes. Et à l'intérieur de cet accompagnement global, nous, on s'intègre et soit on intervient dans les cours d'éducation morale et civique, soit on intervient en tant que, on va dire, intervenant et expert sur le sujet des institutions et de la démocratie dans les centres sociaux. Et à l'intérieur de ces programmes-là, on leur permet de vraiment s'exprimer et d'être aussi... notre méthode fait qu'on est sur du sur-mesure et on permet aux jeunes de vraiment d'utiliser leur intérêt au quotidien au sein des institutions et aussi de leur activité, vraiment ce qu'ils font, que ce soit à l'école ou dans leur centre social. C'est quoi l'homme déconstruit? Est-ce qu'il existe vraiment? Alors l'homme déconstruit, oui, c'est une figure qui a apparu dans le discours médiatique, qui peut prendre plusieurs formes. C'était dans Sandrine Rousseau, je crois, qui l'a formulé à propos de son conjoint à l'époque. Ça avait fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de commentaires. Et ce serait l'homme qui se serait débarrassé d'une forme de toxicité, qui aurait pris conscience de la domination masculine, qui essaierait de changer les rapports de force et la domination des femmes. Mais ce qu'on est allé trouver dans l'enquête dans ce documentaire-là, en tout cas, c'était que la figure de l'homme déconstruit pouvait être aussi un avatar d'une forme de reconduction d'une domination masculine un peu plus sournoise. On va y venir. Juste avant, ça se manifeste dans un rapport au corps, des lectures, enfin, vous faites un espèce de portrait, vous faites faire aux personnalités que vous interviewez un portrait assez drôle de cet homme déconstruit d'ailleurs. Oui, c'est une figure de podcast par exemple. Les podcasts sur la déconstruction de l'homme, comment se déconstruire existent, comment faire attention, comment exprimer ses émotions aussi. Parce que laisser dépasser un bouquin de Mona Chollet de son tote bag et autres signaux qu'on peut envoyer. Et c'est la romancière Chloé Delhomme aussi, qui a une figure qu'elle appelle le Purple Fucker. Voilà, alors ce Purple Fucker, celui-ci c'est celui qui ruse. Oui, ça fait référence à la Révolution violette, donc au mouvement MeToo et au mouvement féministe. Et Fucker, je traduis pas, c'est en gros l'homme déconstruit, militant, qui va expliquer qu'il a lu Mona Chollet, mais pour pouvoir mieux séduire. Et donc rester dans une forme de domination masculine. Mais en fait, ce qui était aussi intéressant pour nous, c'était de montrer l'espèce de vernis qui peut exister aujourd'hui, mais qui en fait ne change pas grand-chose à la destination. Et c'est aussi l'homme déconstruit, c'est souvent quelqu'un d'individuel, qui va faire des changements individuels dans sa vie, alors que la question elle est beaucoup plus politique et beaucoup plus générale. Alors, afin de reprendre le contrôle de nos écrans, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé lors d'une conférence de presse début janvier qu'il avait réuni une commission composée des meilleurs experts qui détermineront le bon usage des écrans pour nos enfants. C'est ce qu'il dit, le président de la République. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, Raphaël, et qu'est-ce que vous en attendez de cette commission? Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que il y avait les assises des écrans à Paris un peu après février, il me semble. En janvier peut-être. Et l'idée, c'était d'expliciter un peu tous les usages des écrans et comprendre quelles étaient les limites qu'il fallait poser. Donc c'est très intéressant et je pense que on n'a pas conscience de ce qui se passe quand on donne le téléphone parce qu'on n'a pas envie que l'enfant nous embête, qu'on a tendance à dire que les jeux vidéo c'est mauvais tout de suite, alors qu'en fait il y a des choses qui sont bien quand ça permet après une connexion dans la vraie vie. Enfin il y a plein de choses qui sont mitigées. Et donc le fait qu'il y ait une commission et qu'il y ait ensuite des informations qui soient données à tout le monde, c'est excellent. Et j'espère que les parents suivront ça au mieux. Alexandre Pastor, quelle est la dimension locale? Quelle est la dimension locale? On sait qu'à Marseille, il y a une identité forte. Comment vous utilisez au quotidien cette identité justement pour mener à bien vos projets? En fait, on n'a même pas besoin de l'utiliser parce qu'elle est intégrée auprès des jeunes. On fait en sorte de se calquer sur les problématiques encore plus locales, vraiment, c'est-à-dire quartier par quartier, rue par rue, établissement par établissement. On va prendre par exemple une problématique sur un collège où ils ont une idée de végétalisation de la cour. Mais comment on va végétaliser? On va créer un projet de loi sur cette végétalisation et derrière on va faire voter, faire une simulation parlementaire de ce sujet-là.
avec les professeurs et avec les élèves. On va organiser des rencontres aussi avec les élus locaux, les élus aussi nationaux. On va rendre accessible, parce que souvent quand on se dit, quand on dit être élu, on se dit il faut faire des grandes études, il faut faire Sciences Po, il faut faire l'ENA. Et nous, que ce soit mon associé Yanis ou moi-même, on ne vient pas de Sciences Po, on vient du terrain. C'est l'éducation qui nous a formés, c'est l'éducation populaire qui nous a formés, et donc on met toutes nos compétences au service de la citoyenneté. Il existe même des réseaux masculinistes que vous dites tentaculaires et organisés. C'est pas une petite mode dans un coin. Oui, c'est passé beaucoup. Il y a un propos, vous le disiez dans la première partie de l'émission, cette question est politique. Elle est là-dessus aussi. Elle est là-dessus aussi. Ça a beaucoup été représenté comme des communautés un peu dispersées sur Internet, dans des caves entre eux, etc. Et on se rend compte que non, c'est une pensée qui a de plus en plus pignon sur rue, avec des penseurs comme Éric Zemmour, Papacito, des youtubeurs, des gens comme ça, qui ont aujourd'hui pignon sur rue et qui sont arrivés à opérer cette chose de faire croire que le masculinisme et le féminisme étaient des équivalents. C'est ça. Il y aurait le féminisme d'un côté et le masculinisme avec un discours essentiellement victimaire. C'est quand même assez drôle d'ailleurs, parce que le masculinisme se part aussi d'un certain nombre d'attributs masculins, de force, de grosse voix, Oui, voilà. On est des hommes et puis en même temps c'est un peu chochotte. Oui, voilà. C'est le discours ouin-ouin d'ailleurs. Le discours du ouin-ouin, oui, voilà. Exactement. Et ils se plaignent tout le temps de dire que les femmes ont pris le pouvoir, ont pris les places, etc. Et en fait, oui, la position de la défense masculiniste est très très fragile. Et ils disent pas qu'ils détestent les femmes, hein. Ils disent qu'ils défendent les hommes. Alors voilà. Enfin pour certains en tout cas, mais ils ne peuvent pas dire ouvertement. Voilà, ils ont compris que ça allait pas passer. Ça allait pas passer. Il y a la moitié de la population concernée, donc voilà. Et donc ils vont dire qu'ils défendent les hommes. Donc c'est des comités de défense. Et ça passe par des choses qui sont toujours les mêmes thèmes, c'est-à-dire notamment la garde des enfants. Il y a le mouvement SOS Papa qui a eu une certaine influence dans les années 2010. Au début des années 2000 même. Dès le début des années 2000, ça fonctionne, SOS Papa. Ouais. Voilà, pour dire les pensions alimentaires, il faut payer les pensions alimentaires. Et la garde alternée, ça a été un enjeu considérable. Et la domination scolaire, celui-là je l'aime beaucoup, c'est de dire que les filles sont plus fortes à l'école. Et que donc nous, hommes, nous sommes choqués et tristes de ce phénomène-là, qui est un phénomène réel, mais qui oublie totalement après la formation professionnelle et après les emplois qui sont plus accessibles aux hommes. Voilà, où tous les chiffres, on peut les prendre dans n'importe quel sens, sont mauvais pour les femmes. Exactement. Et donc en termes de réussite, de salaire, d'accès à des plafonds de verre dans tous les sens. Ces arguments masculinistes restent, il y a une persistance qui est assez fascinante. Ça peut aller assez loin. Il y a un mouvement aux États-Unis, les chastes involontaires, les incels, et ça peut aller jusqu'à tuer des gens. Oui, il y a eu des meurtres de masse aux États-Unis qui se sont développés, et pas que aux États-Unis, il y en a eu en Allemagne aussi. Une coloration masculiniste souvent dans les attentats d'extrême droite. Je pense à Utoya, le tueur Anders Breivik. Anders Breivik, exactement, qui lui aussi avait une coloration masculiniste dans ses écrits. Et oui, on se rend compte que c'est aussi des gens qui peuvent passer à l'acte dans des sphères de radicalisation qui sont compliquées. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume Ouattara. Est-ce qu'on aura encore une chronique TikTok la semaine prochaine? Faites-moi vibrer. Évidemment. J'aimerais beaucoup vous parler des trends positifs, des tendances positives. Parce qu'il y a des positifs sur TikTok et on montre souvent que le négatif. Donc la prochaine fois que je fais une chronique sur les réseaux sociaux, je parle de positif. Et moi-même, j'aurai une tasse de café à la main pour pouvoir renoncer. Attention Virginie, vous envoyez des symboles bien étranges. Réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc, le son Thierbaud Gouré-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Mafer à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.